Grace Kelly et le prince ont régné 3 fois. Pour vous, pour vos parents, pour l'histoire. Ce sont les contes de fées du siècle. Mais si je vous disais que ce conte de fées était dès le premier jour une prison dorée aux barreaux de diamants et de protocoles, si je vous disais que derrière les sourires de façade méticuleusement orchestrés pour les photographes du monde entier se cachaient des larmes ravalées, des trahisons silencieuses et une solitude si vertigineuse qu'elle en devenait physique. Imaginez un instant. Vous êtes au sommet du monde. Des millions de personnes vous enviennent. Et pourtant, le soir venu, lorsque les lourdes portes du palais se referment, vous vous sentez plus seul que le dernier des anonymes. C'est le paradoxe terrifiant de la vie de Grace Kelly. Mais ce qui nous glace le sang aujourd'hui, ce n'est pas seulement la souffrance silencieuse de la princesse. C'est aussi le fardeau que le prince a porté, presque jusqu'à son dernier souffle. Il a fallu attendre le crépuscule de sa vie, alors qu'il n'était plus qu'un vieillard usé par le chagrin, la cigarette et le poids de la couronne, pour que la vérité commence à ébranler le marbre de la légende. Une vérité sur la nature de leur mariage, sur les raisons sordides de leur union, et sur ce regret dévastateur qui hanta ses nuits jusqu'à la fin. Restez avec moi, car dans les minutes qui suivent, nous allons déconstruire le mythe, pierre par pierre. Nous pénétrerons dans l'intimité d'un couple déchiré entre la raison d'État et la fragilité humaine. Nous allons découvrir pourquoi Grace Kelly, la femme qui avait tout, a failli tout abandonner pour fuir ce rocher qui l'étouffait. Et surtout, nous allons révéler cet ultime aveu de règne, cette confession tardive qui change absolument tout dans la tragédie des Grimaldi. Préparez-vous. Ce que vous allez entendre changera à jamais votre vision de la principauté. Mais avant de plonger dans les tumultueux de la Méditerranée et les secrets d'alcôves, permettez-moi une simple question, d'humain à humain. Pensez-vous que le devoir justifie de sacrifier son propre bonheur? C'est une question difficile, n'est-ce pas? Si cette histoire et ces destins brisés vous touchent, je vous invite chaleureusement et avec beaucoup d'humilité à laisser un petit « j'aime » sur cette vidéo. C'est un geste simple et gratuit qui ne prend qu'une seconde, mais pour nous, c'est le précieux signe que ce travail de mémoire vous touche. Un grand merci à celles et ceux qui prendront ce temps. Pour comprendre le drame, il faut mettre de côté la romance un instant. Il faut éteindre les projecteurs et regarder la carte géographique avec froideur. Nous sommes au début des années 1950. Monaco n'est pas encore ce paradis fiscal glamour, saturé de supercars et de tours de verre que l'on connaît aujourd'hui. C'est un petit territoire un peu fané, un peu vétuste, qui empeste le naphtalène et l'ennui. Et surtout, c'est un territoire en danger de mort. Le prince règne, retranché sur son trône, mais son trône est si dangereux. La France, voisine puissante et parfois encombrante, perd patience. Les tensions fiscales sont vives. Le général de Gaulle, qui ne plaisante pas avec l'autorité de l'État, menace purement et simplement de couper l'eau et l'électricité, voire d'annexer Monaco si le rocher ne se rallie pas à sa cause. Imaginez le poids écrasant qui pèse sur les épaules de ce jeune prince. Il ne joue pas seulement pour sa couronne, il joue pour l'existence même de son pays, pour l'héritage de ce siècle d'histoire. C'est Lacan qui fait surgir de l'ombre un personnage, un homme trop souvent oublié dans cette équation romantique, Aristote Onassis. Le richissime armurier grec
qui possède une grande partie de la société balnéaire et contrôle l'économie locale, a une vision très cynique et purement mercantile de la situation. Il considère Monaco comme une entreprise en faillite qu'il faut relancer. Il glisse un conseil à l'oreille de Régnier, un conseil qui scellera le destin de la Grèce bien avant qu'elle ne sache où situer Monaco sur une carte. Il lui dit, en substance, « Monseigneur, pour sauver la principauté, la politique ne suffira pas. Il vous faut davantage. Il vous faut du glamour. Il vous faut l'Amérique. Il vous faut une star. » L'idée est brutale, mais géniale. Un mariage avec une icône américaine ferait fuir les touristes et les dollars, rendant Monaco intouchable. Onassis a d'abord pensé à Marilyn Monroe. Vous imaginez Marilyn en princesse de Monaco? L'histoire aurait sans doute été encore plus tragique. Mais Marilyn, avec son image de femme fatale instable, ne correspondait pas au protocole rigide et catholique de la cour. Non, il lui fallait de la classe. Il fallait de la glace et du feu. Il fallait Grace Kelly. À cet instant précis, comprenez bien ceci. Grace n'est pas une femme à aimer, elle est une cible marketing. Elle est la solution à un problème géopolitique. Et c'est là, dans cette jeunesse calculée, que réside la première fissure, la blessure originelle de ce conte de fées. De l'autre côté de l'Atlantique, qui est Grace Kelly, actrice la plus populaire de sa génération, oscarisée, muse d'Alfred Hitchcock, elle incarne l'élégance froide, la distinction suprême. Mais au fond d'elle, c'est une jeune femme vulnérable qui cherche désespérément quelque chose qu'aucun Oscar, aucun applaudissement ne peut lui offrir. La reconnaissance de son père. Jack Kelly, son père, est un homme dur, un riche entrepreneur qui a réussi par lui-même, un champion olympique d'aviation au caractère bien trempé. Pour lui, être actrice, c'est comme être une banque malhonnête. C'est à peine mieux que de la prostitution, comme on aurait pu le penser dans certains milieux conservateurs de l'époque. Grace a beau être la reine d'Hollywood, pour son père, elle ne sera jamais assez bien. Elle court après une reconnaissance impossible. Elle cherche le rôle ultime, celui qui fera enfin dire à ce père tyrannique « Je suis fier de toi ». Et quel rôle plus prestigieux, plus incontestable que celui de princesse? Le destin, ou plutôt les habiles manœuvres des studios et des conseillers, les ont réunis en 1955. Grace est au Festival de Cannes. Le magazine Paris Match organise une rencontre. Il s'agissait d'une simple séance photo promotionnelle. Mais saviez-vous que cette rencontre a failli ne jamais avoir lieu? C'est une anecdote incroyable qui montre à quel point le destin peut être imprévisible. Ce jour-là, une grève générale de l'électricité frappe la côte azurée. Dans sa chambre d'hôtel, Grace était furieuse. Elle ne peut ni se sécher les cheveux, ni repasser sa robe en taffetas. Elle trouve ridicule de faire 2 heures de route sur des chemins sinueux pour serrer la main d'un prince qu'elle ne connaît pas. Elle veut annuler. C'est son attaché à la presse qui insiste, qui la supplie presque. Elle enfile une robe à fleurs légèrement gelée, la seule qui n'ait pas besoin d'être repassée, attache ses cheveux encore humides en un chignon serré et part, de mauvaise humeur, vers son destin. Quand elle arrive au palais, Régnier est en retard. Elle attend. Elle parcourt les pièces vides. Elle se promène dans les jardins pour passer le temps. Et puis, il arrive. Il y a une alchimie, c'est indéniable, il faut la reconnaître. Régnier est charmant, timide,
loin de l'image de playboy arrogant qu'on lui colle parfois. Il lui montre ses tigres dans sa maison privée. C'est exotique, c'est étrange, c'est inattendu. Grace est séduite. Non par le prince charmant, mais par l'homme calme et un peu triste, un peu solitaire, qu'elle devine sous l'uniforme. Elle voit en lui une âme sœur, quelqu'un qui porte comme elle le poids des attentes d'autrui. Mais ne nous méprenons pas. Ce qui suit ressemble davantage à une fusion-acquisition qu'à une passion dévorante et irrationnelle. Après cette réunion, une correspondance s'instaure. Des lettres, beaucoup de lettres. Mais très vite, la machine tombe en panne. Pour Jacques Keckley, le père de Grace, c'est l'occasion rêvée de se venger socialement. Avoir une fille sereine, c'est le Graal absolu pour cet Irlandais américain que la haute société protestante de Philadelphie a toujours convoité. Mais il y a la raison, s'assurer de sa fertilité. Monaco a besoin d'un héritier. C'est une question de survie nationale. Sans imaginer, se pose ensuite la question de l'argent. Le prince, malgré ses titres, manque de liquidité. Le père de Grace doit payer une dot. Oui, vous avez bien entendu, une dot au milieu du XXe siècle. 2 millions de dollars pour l'époque. Une fortune colossale. Grace payait littéralement pour avoir le droit de devenir princesse. C'est le prix de son entrée dans la cage dorée. Et elle abandonne tout. Elle rompt son contrat avec la MGM. Elle fait ses adieux à Hitchcock, dévastée de perdre sa muse. Elle dit adieu à sa liberté de femme moderne. Elle embarque sur le Constitution, ses caniches à la main, les bras chargés de haute couture et de rêves. Direction Monaco. La traversée est joyeuse, pleine d'espoir. Mais à son arrivée, la réalité la rattrape brutalement. Le mari, c'est un chaos indescriptible. Un Huitsins journalistes envahissent ce petit territoire totalement démuni face à un tel afflux. La chaleur est suffocante. Sous les projecteurs de la MGM, qui filme la cérémonie comme un plateau de cinéma, une condition pour rompre son contrat, Grace suffoque. Sa robe, un magnifique chef-d'œuvre de dentelle et de perles, est à couper le souffle. On raconte que durant la cérémonie religieuse, Régnier était si tendu, si anxieux, qu'il évitait presque de la regarder. Il transpirait, il était nerveux. Grace, elle, était pâle, presque absente, comme détachée de son propre corps. Ce jour-là, devant 30 millions de téléspectateurs fascinés, Grace Kelly était morte symboliquement. La princesse Grace est née. C'est un moment charnière. Si vous éprouvez de l'empathie pour cette femme qui a tout donné, tout sacrifié par devoir et par quête d'amour, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Chaque semaine, nous explorons les destins brisés et les vérités cachées derrière les apparences. Votre soutien est notre plus belle récompense et nous permet de poursuivre ces recherches. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Le lendemain des festivités, le silence retombe sur le palais. Et quel palais! Ce n'est pas une maison chaleureuse, c'est une forteresse médiévale, humide, traversée de courants d'air, figée dans le temps. Le personnel, fidèle à la mère de Régnier, la formidable et excentrique princesse Charlotte, regarde cette Américaine avec méfiance. C'est l'actrice, elle ne parle pas bien français. Il doit gérer son pays, ses affaires, ses projets immobiliers. Il rentre tard. Il est souvent fatigué et irritable. Le charmant maître des jardins se révèle être un monarque autoritaire, habitué à recevoir l'obéissance du bout des doigts et du regard. Un homme qui ne partage pas le pouvoir. C'est le début d'une grande désillusion. Vous savez, on idéalise souvent la vie au château, mais imaginez concrètement, vous ne pouvez pas sortir sans être accompagné.
Vous ne choisissez pas vos amis. Vous ne pouvez pas exprimer une opinion politique sans provoquer un incident diplomatique. Même vos vêtements, vos cheveux sont scrutés et critiqués. Grace, femme moderne et indépendante vivant seule à New York et gérant sa carrière, se retrouve infantilisée. Plus tard, elle confiera cette terrible phrase. « J'ai l'impression d'être une actrice qui joue un rôle dans un film sans fin. » Sauf Caroline puis Albert. La naissance d'Albert est un soulagement national, salué par des coups de canon. L'héritier est là. Monaco. La dépression de Grace. La mort de l'artiste. Au début des années 1960, Alfred Hitchcock, qui ne l'a jamais oubliée et qui la considère comme la seule actrice capable d'incarner ses héroïnes complexes, tente sa chance au poker. Grace est allongée dans son lit, elle vibre. L'actrice en elle, qu'elle croyait endormie, se réveille avec une force infinie. Elle veut. Rain hésite d'abord. Il voit bien que sa femme s'affaiblit, qu'elle perd de son éclat. Il l'aime à sa manière. Il a notre princesse, une voleuse, une femme psychologiquement instable. Embrasser un autre homme à l'écran, même s'il s'agit de Sean Connery, quel dommage. Le général de Gaulle, toujours le même, fait savoir diplomatiquement que cela nuirait gravement à l'image de la souveraineté. Rain, sous la pression de son peuple et du pouvoir politique, fait volte-face. Il interdit à Grace de tourner le film. Et c'est au tour de Grace. Hitchcock est furieux, mais Grace est anéantie. Ce jour-là, elle comprend avec une certitude glaciale qu'elle ne quittera plus jamais sa cage. Elle ne jouera plus jamais. Son art est mort. On raconte qu'elle a pleuré pendant une semaine entière, enfermée dans sa chambre, refusant de sortir, refusant de manger. Grace aspire à exister, à respirer, à être humaine. Pour combler ce vide, elle se consacre à l'humanitaire, à la Croix-Rouge, à la création de tableaux de fleurs séchées. Elle devient la mère du monde, la sainte laïque. Mais regarde, elle a pris du poids. Elle porte des lunettes, son sourire est bienveillant mais ne lui monte pas jusqu'aux yeux. Elle a cette douce et terrible mélancolie des oiseaux en cage qui ont oublié comment voler, qui ont accepté que le paradis ne soit plus pour eux. Et le couple? Que reste-t-il de leur amour? Les rumeurs disent vrai, hélas. Rain, car il s'agissait du drame de l'ego masculin de l'époque. Rain était le prince régnant, mais Grace était la vedette. Partout où ils allaient, à Paris, à New York, la foule scandait « Grace! Grace !» Et lui n'était que l'homme costumé à ses côtés. Il en a souffert. Et elle le lui a fait payer par des silences, de la froideur, des absences répétées, des humiliations subtiles. On parle de maîtresse, de femme de passage. Grace le savait. Tout Monaco le savait. Elle ferma les yeux avec dignité. Un prince a besoin de distraction, aurait-elle dit un jour avec une amertume terrible à son coiffeur. Elle choisit de souffrir, d'y en silence, pour préserver les apparences pour ses enfants. Mais Grace, elle-même, cherchait-elle du réconfort ailleurs? Certains biographes l'affirment. Dans cette solitude glaciale, nous murmurons le nom de Frank Sinatra, un vieil ami fidèle. Nous murmurons le nom de jeunes hommes, de flirts innocents, peut-être platoniques, juste pour nous sentir encore femmes, encore désirées, et non plus seulement vénérées comme une icône religieuse inaccessible. La solitude de Grace à la fin des années 70 est palpable, presque suffocante. Ses enfants grandissent et se rebellent violemment. Caroline, l'aînée,
est une véritable tornade. Elle veut vivre à 100 à l'heure, enchaîne les scandales et épouse un playboy plus âgé, Philippe Junot, contre l'avis de ses parents. Grace est horrifiée. Elle voit sa fille commettre les mêmes erreurs qu'elle, chercher l'amour trop vite, mais avec une liberté qu'elle n'a jamais connue. Stéphanie, la Benjamin, est l'enfant sauvage et indomptable, l'enfant terrible. Grace, elle parle de divorce. Oui, le mot tabou est prononcé. Elle a acheté un appartement à Paris, avenue Foch. Elle y passe de plus en plus de temps. Elle veut fuir Monaco, cette ville qui l'observe sans cesse, où chaque commerçant rapporte ses faits et gestes. Elle rêve d'une vie simple, anonyme, mais le destin cruel en a décidé autrement. Nous arrivons maintenant au tournant décisif. Septembre 1982. L'atmosphère au palais est électrique, tendue. Une dispute éclate entre Grace et Stéphanie. Une banale histoire mère-fille, une histoire d'avenir qui se dessine. Mais Grace était fatiguée. Elle a constamment mal à la tête. Elle n'en peut plus. 13 septembre. Grace décide de prendre sa Rover 3500 pour se rendre à la ferme familiale de Rocagel, près du palais. Elle ne conduit presque jamais. Elle n'aime pas ça. Le chauffeur propose. Il insiste même pour les emmener. Elle refuse. Elle dit qu'il y a des robes, des vêtements sur la banquette du fond et qu'il n'y a pas de place pour 3 personnes. C'est un détail insignifiant, n'est-ce pas? Des robes, c'est à cause de quelques robes sur une banquette que le destin a basculé. La route est sinueuse, dangereuse. Ironie tragique du sort, c'est la même route où elle avait tourné, 25 ans plus tôt, la scène culte de la main dans le col avec Cary Grant. Dans le film, elle conduisait vite, les cheveux au vent, pour effrayer le héros. En réalité, la voiture rate le virage en épingle à cheveux. Aucun freinage n'est visible. La voiture franchit le muret de pierre. Elle fait une chute vertigineuse de 40 mètres dans le vide, s'écrasant avec un fracas assourdissant dans un jardin à l'arrière. Le silence qui suit est assourdissant. Les secours arrivent. C'est la confusion totale. On ignore qui conduisait. Stéphanie, blessée mais vivante, sort par la portière conducteur car l'autre est bloqué. Sans cela, des rumeurs cruelles et infondées alimenteraient pendant des décennies des accusations contre l'adolescente, l'accusant d'avoir tué sa mère. Grace est inconsciente, brisée. Au palais, Régnier est prévenu. Il a pitié. Elle a eu un léger accident vasculaire cérébral au volant. C'est ce qui lui a fait perdre le contrôle du véhicule. Ce n'était pas dû à la vitesse. Ce n'était pas une dispute. C'est son cerveau, épuisé par tant d'années de pression, de migraine, de tristesse contenue, qui céda une fraction de seconde. Juste assez pour que tout s'arrête. Régnier doit prendre la décision la plus terrible qu'un homme puisse prendre. Il rompit les liens avec la femme qu'il avait épousée 26 ans plus tôt. La mère de ses enfants, Grace Kelly, décéda le 14 septembre 1982. Avec elle, une certaine image de Monaco, une certaine image de Grace disparaît à jamais. Aux obsèques, Régnier n'est qu'un spectre. Il marche derrière le cercueil, soutenu par une Caroline en larmes, dissimulée sous un voile noir. Il ne regarde rien. Il est blessé, brisé, vieilli de 10 ans en un jour. C'est l'image d'un homme qui réalise, trop tard, terriblement trop tard, la valeur inestimable de ce qu'il vient de perdre. Mais après la mort de Grace, Régnier vécut encore 23 ans. 23 longues années de solitude absolue. Il ne se remaria jamais. Il n'a jamais reconstruit sa vie. Il a transformé Monaco, l'a bétonné, enrichi, conquis des terres sur la mer, mais il a perdu son âme.
Il est devenu le prince bâtisseur, un homme froid et calculateur, triste, enfermé dans son palais, devenu mausolée. Vers la fin de sa vie, alors que sa santé déclinait et que son cœur fatigué battait ses derniers battements, Régnier s'est confié. Non pas publiquement, non pas lors d'un grand discours télévisé, mais à ses proches, à ses biographes, dans l'intimité du soir. Il a avoué la vérité bouleversante. Cette vérité, c'est le regret. Un regret immense et destructeur. Il a admis avoir volé la vie de Grace. Un jour, il prononça ces mots terribles avec une lucidité glaçante. « J'aimais la femme, mais peut-être ai-je trop aimé la princesse qu'elle représentait pour mon pays. J'ai laissé la fonction dévorer la personne. » Il comprit que son obsession pour la survie de Monaco, pour la dynastie, avait étouffé la spontanéité, la joie et le talent de l'une des femmes les plus extraordinaires du XXe siècle. Il s'en voulait de l'avoir enfermée, de lui avoir refusé Marny, d'avoir laissé les protocoles étouffer son rire éclatant, avoir cru que le titre d'altesse suffisait à combler un cœur humain. Voilà la véritable tragédie des Grimaldi. Ce n'est pas une malédiction de sorcière médiévale, comme le veut la légende. Il a demandé à être enterré auprès de Grace. Aujourd'hui, ils reposent ensemble dans la cathédrale sous la pierre froide. Enfin égaux, enfin le calme, enfin réunis sans protocole. Alors, lorsque vous regarderez à nouveau ces photos glamour des années 50, ne voyez pas seulement un conte de fées. Voyez le sacrifice, voyez l'immense courage d'une femme qui a tenu bon jour après jour, sourire après sourire, tandis que son cœur saignait en silence. Et voyez la rédemption tardive et douloureuse d'un prince qui a appris, dans le feu de l'absence, que l'amour ne suffit pas toujours à sauver ceux qui aiment leur propre destin, ni le nôtre. Quelle histoire bouleversante! Elle nous rappelle brutalement que derrière chaque image publique, derrière chaque sourire de magazine, se cache une réalité complexe, faite de choix impossibles, de souffrances secrètes et de regrets tus. Et vous, à votre place, auriez-vous tout quitté par amour ou seriez-vous resté par devoir? C'est une question qui mérite réflexion et qui résonne en chacun de nous. Partagez votre avis en commentaire. Il nous intéresse beaucoup et nous lisons attentivement chacun de vos messages. Merci infiniment du fond du cœur de nous avoir accompagnés dans ce voyage émotionnel au cœur de l'intimité de cet homme complexe et de cette femme inoubliable. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a permis de porter un regard neuf sur Monaco et les célébrités, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. C'est le meilleur moyen de ne manquer aucun de nos prochains portraits. Et croyez-moi, nous avons encore bien des secrets fascinants à vous dévoiler. Nous serions honorés de vous compter parmi nous pour la prochaine aventure. Prenez soin de vous. Profitez de vos proches tant qu'ils sont là et à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime si vous appréciez nos publications. Cela nous aide énormément à faire connaître nos histoires. Au revoir.